Moi, je serais plus curieux de savoir quelle est la pratique au quotidien de la maçonnerie. Comment est-ce que ça s'organise? Est-ce que d'abord il y a des réunions régulières? Comment ça se passe? Le rendement concret. Alors, pour entrer en franc-maçonnerie, il y a deux grandes voies possibles. Jusqu'à une certaine époque, il n'y en avait qu'une. C'est la voie de la cooptation par quelqu'un qui est franc-maçon et qui rencontre dans son entourage quelqu'un qui ne veut pas, mais qu'il commence à apprécier. Et qu'il commence à apprécier, pas parce qu'ils sont copains, parce que ce non-maçon exprime des idées, ou de philosophie, ou de réflexion, s'intéresse à autre chose qu'au dernier match de foot ou au dernier film à la télévision. Donc il y a une vision un peu différente, et il se pose des questions sur lui-même, sur la société. Et donc le frère de la loge va discuter. On ne va pas discuter comme ça, du jour au lendemain, en disant vous êtes maçon, signez là, faites un chèque, c'est pas ça. Du moins la Grande Loge de France. Il va parler avec vous, pendant un mois ou deux, un an. Puis il dira, tiens, si ça vous intéresse, lisez ce bouquin-là, puis vous m'en reparlerez. Vous aurez le bouquin, au bout de 2 mois, vous en reparlez. Puis si la démarche vous intéresse, il vous donnera un certain nombre de précisions, puis il finira par vous dire, si vraiment vous voulez rentrer en franc-maçonnerie, voilà ce qu'il faut faire. Et là, vous ferez une demande, avec un petit CV, et vous ferez une demande de motivation. C'est pas parce que vous aurez tous les diplômes universitaires, vous en avez 2 pages, que vous serez mis dans une loge maçonnique. Ça ne sert à rien. Ça sert pour la vie civile, ça sert pour la culture, mais vous pouvez être le plus brillant des docteurs en droit ou des docteurs en philosophie, c'est pas pour ça que vous rentrerez dans une loge maçonnique. Il faut un minimum de motivation, qui sont des motivations de questionnement éthique, de questionnement sur la société, de questionnement sur votre propre avenir, de réflexion morale, d'interrogation sur les problèmes métaphysiques. Vous avez le droit de vous poser la question de savoir s'il faut croire en Dieu ou pas, s'il y aura la résurrection des corps, l'immortalité de l'âme. Bref, il faut avoir un minimum de doute par rapport aux certitudes religieuses et aux certitudes sociologiques. Votre demande d'admission sera lue dans une loge maçonnique. Il y a un président de l'atelier qui, le frère qui vous aura contacté, donnera votre lettre. Le président de l'atelier lira votre lettre de motivation, fera circuler votre photo, pour voir la tête que vous avez, mais pas seulement ça, pour savoir s'il y a quelqu'un qui vous connaît. En général, même dans une petite ville, on ne connaît pas tout le monde, puis même si on vous connaît, ça ne posera pas de problème, sauf s'il s'avère que dans la vie civile, dans la petite ville de 30 000 habitants où vous êtes, je veux dire, le garagiste du coin, et que ça fait 2 ans que vous escroquez vos clients. Là, ça va se savoir. Votre demande n'ira pas plus loin. Tout simplement parce que si vous escroquez vos clients dans la vie civile, personne ne croira que vous voulez avoir une démarche de réflexion éthique. En général, vous n'escroquez pas vos clients. Sinon, vous ne vous intéresseriez pas à avoir une réflexion sur la morale et l'éthique. Et donc, votre candidature sera acceptée. À partir de là, le président de l'atelier demandera de plus amples informations. D'abord, il va venir vous rencontrer pour voir si, à travers ce qu'a dit le présentateur, que personne dans l'atelier ne connaît, sauf le président, il va venir vous voir pour savoir si la vision du présentateur correspond à ce que vous êtes, voir s'il n'y a pas trop de distorsion. Puis s'il trouve que c'est bien, il enclenchera la procédure suivante. S'il trouve que vous ne correspondez pas du tout, et que le frère présentateur s'est trompé, le président qui a tout pouvoir placera votre dossier soigneusement, le mettra dans un tiroir et fera dire au présentateur que non, il ne présentera pas votre candidature. Dans l'hypothèse toujours favorable, le président va désigner 3 frères de l'atelier sans qu'ils se connaissent entre eux, pour venir vous voir et vous poser un certain nombre de questions sur ce que vous faites, quels sont vos goûts, quelles sont vos ambitions, vos désirs, etc. Bref, de faire un rapport sur ce que vous êtes. Ce rapport sera lu dans la loge, ces 3 rapports seront lus dans la loge, sans que les frères de la loge ne sachent quel est l'auteur du rapport, et sans que les frères qui ont fait le rapport ne connaissent les 2 autres. Seul le président sait quels sont les 3 frères. Le présentateur ne sait pas non plus quels sont les 3 frères. Donc il y a 3 rapports qui seront écoutés très soigneusement.
mais vraiment très soigneusement, pour savoir ce que vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous lisez, ce que vous vivez comme fil, si vous allez à la messe, etc. C'est pas la question de savoir si vous allez à la messe, on va vous prendre, on va vous prendre, c'est de vous connaître. Après ça, il y aura un débat là. Si les trois rapports ne suscitent pas de problème, il y aura un vote, il y a toujours un vote. Et le vote confirmera qu'on souhaite aller plus loin. Si le vote est négatif, de manière très nette, on ne souhaitera pas aller plus loin, on vous écrira gentiment que vous ne pouvez pas rentrer dans cette loge, mais que vous avez le droit d'entrer dans une autre loge de l'avant-loge, ou dans une autre obédience, c'est votre affaire, mais dans cette loge Saint-Jean de Jérusalem, mettons, ben, vous ne pouvez pas y rentrer, on a décidé que non. Si le vote est favorable, à ce moment-là, vous serez convoqué. Vous serez convoqué à un jour de tenue, nos réunions s'appellent des tenues, vous serez convoqué pour ce qu'on appelle le passage sous le bandeau, c'est-à-dire que vous serez introduit dans la loge, on vous fera asseoir au milieu de la loge, comme ici, sur une chaise, plus ou moins confortable, avec les yeux bandés, pour que vous ne puissiez pas voir ceux qui sont là, parce que vous n'êtes pas certain d'être amis. Et de même que les trois frères qui sont venus vous voir avant vous ont questionné, chaque frère présent sur les colonnes, comme ici, vous poseront des questions, auxquelles on demandera de répondre en quelques mots. Il ne s'agit pas non plus de faire un questionnaire universitaire. D'abord, c'est une épreuve, pour savoir un peu si vous êtes capable d'avoir une maîtrise de vous suffisante pour être tout seul à exprimer vos propres idées, parce que c'est vos propres idées que vous exprimerez, et de répondre à des questions aussi diverses que variées. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Aimez-vous Marilyn Monroe? Croyez-vous en Dieu? Etc., etc. Donc ça va de... Préférez-vous la fraternité ou l'égalité, par exemple? Ça peut susciter beaucoup de réflexions, surtout quand vous avez les yeux bandés et qu'on vous demande de répondre en 2 minutes. On se dit à la liberté et l'égalité, quel est votre choix? Vous partez sur une île, je pose des questions que j'ai entendues, mais vous partez sur une île déserte, quel est le livre que vous prenez le seul? Et pourquoi? Donc tout ça, multiples questions, ça dure 20 minutes, une demi-heure. Pour vous, ça semble durer une éternité. Et puis, une fois que c'est fini, on vous dira, monsieur, nous sommes très contents de vous avoir entendu, et on vous tiendra au courant de notre décision. Et après que vous êtes parti, il y a un débat dans l'atelier pour savoir si, pour les frères de cet atelier, donc les frères spécifiques, d'un atelier spécifique, avec une culture de loge spécifique, si vous pouvez apporter quelque chose à l'atelier, sur le plan intellectuel, après sur le plan financier, et si l'atelier peut vous apporter quelque chose. Parce qu'il est possible que, compte tenu de vos croyances, de vos convictions, vous serez bien dans une obédience maçonnique, ou même vous serez bien dans la Grande Loge de France, mais peut-être pas dans cette loge-là, peut-être dans une autre loge. Et donc, après ce débat, il y aura un vote. Et si ce vote recueille la majorité des 3/4 des suffrages, vous pourrez être initié, on vous convoquera pour être initié. Si ce vote ne recueille pas suffisamment de votes, on vous écrira gentiment que ou vous êtes ajourné à 1 an, donc on verra le problème dans 1 an. Vous voyez que c'est long, hein, tout ça. Entre une demande et l'admission, il se passe facilement 6 mois. On vous reverra dans 1 an. Et alors là, si dans 1 an vous revenez, ça veut dire que vous avez de la ténacité et ça donnera un élément favorable. Si dans 1 an vous ne revenez pas, ça veut dire que tout compte fait, votre candidature n'avait pas un gros intérêt puisque vous n'étiez même pas capable d'avoir la patience d'attendre 1 an pour entreprendre une démarche initiatique qui va durer 25, 30 ou 40 ans. Alors c'était vraiment que vous étiez trompé, nous aussi, et qu'on a bien fait de vous ajourner à 1 an. Puis si vraiment les questions montrent que vous ne correspondez pas du tout à une démarche maçonnique, sans que ce soit péjoratif pour votre personnalité, tout le monde ne peut pas être franc-maçon, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la vocation, entre guillemets, à devenir franc-maçon pour de multiples raisons. On vous répondra gentiment que vous n'êtes pas admis, que vous pouvez présenter votre demande dans une autre obédience, mais le frère présentateur, que personne ne connaît toujours pas, le président de l'atelier verra le frère présentateur pour qu'il vienne vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas être admis dans cette loge. Et éventuellement, pourquoi vous aurez du mal à être admis dans une loge maçonnique. Les seuls obstacles réels, selon à peu près clair, sont des obstacles d'ordre politique. Nous n'avons pas à nous préoccuper de considérations religieuses ou politiques. Il y a certaines loges qui se préoccupent quand même de questions religieuses à tort,
mais parfois dans certaines loges, disons de gauche et fort socialistes, le fait de mettre ses enfants dans une école privée pose problème. Il y a des loges qui sont historiquement, quand vous avez des loges qui ont plus de 150 ans d'existence, et dont l'histoire c'est le combat contre l'oppression religieuse, bien évidemment il reste dans la culture de cette loge une méfiance vis-à-vis de l'enseignement catholique religieux. Si dans cette loge vous dites que vous avez vos enfants dans une école privée parce que l'enseignement privé est bien supérieur à l'enseignement public, ça va hérisser le poil de tous les frères de cette loge. Et le président de l'atelier vous dira très gentiment, vous feriez mieux d'aller dans une autre loge qui a moins d'antécédents historiques. Je prends un exemple. Ça se produit de moins en moins honnêtement, mais ça se produit encore de temps en temps. Pour des raisons historiques. Non, si vous êtes membre du Front National, ce qui pourrait arriver, je ne pense pas, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Alors là va se poser un énorme problème. Vous avez le droit, bien évidemment, de demander votre admission dans une loge maçonnique. La question qu'on va se poser, qu'on vous posera peut-être, c'est comment pouvez-vous, en étant membre d'une structure qui veut détruire la franc-maçonnerie, demander votre admission dans la franc-maçonnerie. Il n'y a que deux hypothèses possibles. Ou vous voulez infiltrer une loge maçonnique, et là c'est une hypothèse rationnelle, mais qui ne nous convient pas, ou alors vous êtes incohérent intellectuellement. Et ça c'est beaucoup plus grave. On peut accepter la raison d'infiltration maçonnique dans une loge maçonnique, ça se conçoit intellectuellement, mais si vous êtes incohérent intellectuellement, là ça pose des problèmes pour vous incorporer dans une loge. Si vous êtes membre du Front National, très clairement, on vous dira non. Le problème se pose dans nos loges quand même sur ce sujet, c'est qu'on peut très bien changer. On peut très bien avoir des convictions libérales, centristes, de droite, de gauche, et puis 20 ans plus tard, on a changé d'opinion et on a des convictions qui sont celles du Front National. C'est rare qu'un franc-maçon change à ce point, mais ça arrive un peu de temps en temps. Et bien là, il ressort de l'autorité du vénérable maître, du président de l'atelier, de prendre les choses en face, de venir vous voir, là vous êtes rentré depuis 20 ans, et venir vous dire que la philosophie que vous exprimez en loge, aux agapes, parce qu'on mange ensemble, ou par votre action dans la société, ne correspond pas au minimum de standards éthiques qu'on est en droit d'attendre de l'information de la Grande Loge de France, et qu'il serait bon que vous démissionnez. Et si vous n'avez pas envie de démissionner, alors là il ressort de l'autorité forte du vénérable maître de faire en sorte que la loge vous expulse. Voilà, je pense m'être bien fait comprendre sur ce sujet-là. Donc le parcours, dans cette première version, est tout à fait simple. Il y a une deuxième option maintenant qui est possible depuis l'explosion de l'Internet. Toutes les obédiences font des conférences publiques, comme ici, font des expositions, font des colloques, et laissent en général un certain nombre de documents. Et sur ces documents, il y a les sites internet des obédiences, le site de la Grande Loge de France, gldf.org. Si vous allez sur ce site, vous pouvez demander des informations, sans être parrainé par quelqu'un. Alors là, la mécanique est la suivante, c'est la mécanique de la Grande Loge, je ne vous dis pas celle des autres obédiences. Si vous manifestez un intérêt pour la franc-maçonnerie de la Grande Loge de France, on ne va pas vous envoyer un formulaire d'adhésion. On va vous conseiller, je pense, de quelques lectures, de vous informer plus avant, et on vous demandera de refaire une demande d'information si vraiment vous êtes intéressé. Et lors de cette deuxième demande d'information par voie électronique, si vraiment vous confirmez votre intérêt, à ce moment-là, on va vous répondre, on va vous mettre en relation avec un responsable d'une de nos loges. Et là, le processus va suivre ce que je vous expliquais précédemment, sauf que vous ne serez pas présenté par un frère de l'atelier, c'est directement le président de l'atelier qui viendra vous voir, probablement beaucoup plus longuement que si vous étiez présenté par un frère de l'atelier, pour s'informer du sérieux de votre candidature. Parce que l'expérience montre qu'il est très facile, par voie électronique, d'envoyer un petit message, je suis intéressé par la Grande Loge de France, veuillez me fournir les informations. Ça prend 2 minutes. Quand on est présenté par un frère de l'atelier, c'est au bout de multiples rencontres, de multiples conversations,
Ce sont des rencontres qui se sont étalées sur 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus. Il y a une différence essentielle entre être intéressé à travers des discussions par un frère de l'atelier ou taper sur un clavier, je suis intéressé par la Grande Loge de France. Donc il faut prendre plus de précautions. Mais une fois que le président de l'atelier vous aura vu et aura décidé de présenter votre candidature à l'atelier, le processus est toujours le même. Je vais juste ajouter un petit complément d'information aux deux modes pour rentrer dans une loge. Il y a un troisième qui s'est développé effectivement avec Internet. Les loges ont créé leur site. Et surtout quand elles sont comme nous à l'étranger, on reçoit beaucoup en fait de demandes qui, alors parfois totalement farfelues auxquelles on ne va pas bien plus loin. Mais je pense que c'est la même chose que le plus grand secrétariat de la Grande Loge de France. Et puis parfois des frères sont rentrés dans la loge après avoir fait une demande directe. Et là le président de l'atelier est allé les voir, leur a parlé et voilà. La deuxième partie de votre question, c'est quelles sont la fréquence des réunions. Une loge maçonnique se réunit 2 fois par mois. A priori, un jour fixe, premier et troisième jeudi, deuxième, quatrième vendredi. Parfois, il y a des réunions supplémentaires, mais globalement, c'est 2 fois par mois, 10 mois par an. Où en général, ça ne fonctionne pas. Ça se réunit en général à partir de 19h30, 20h. Les travaux de l'atelier durent de 20h à 22h. Parfois plus quand il y a des débats, mais globalement c'est de 20h à 22h. Et ensuite, tout le monde partage ce qu'on appelle des égates, c'est-à-dire le repas fraternel, qui va durer de 10h, 10h30 jusqu'à minuit. Voilà l'engagement, j'allais dire minimal, d'une démarche maçonnique. Il faut bien se persuader que ce n'est pas un club service dans lequel on va manger une fois toutes les semaines et où on écoute une petite conférence comme au Rotary. C'est pas péjoratif, les gens des membres du Rotary, ou à la Lions Club, ou au Kiwanis, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir tout simplement parce que il ne s'agit pas d'assister à un repas et d'écouter quelqu'un venir faire une conférence sur l'usage de la drogue ou l'évolution de la société. Il s'agit d'entreprendre une démarche initiatique qui prend beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps dans la semaine, une soirée par semaine, une soirée tous les 15 jours, c'est pas dramatique. Si vous êtes passionné de football et que vous allez voir un match par semaine, ça prend beaucoup plus de temps, mais qui va vous prendre du temps dans la durée. Parce que l'initiation, ça prend des années. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir la conviction de en retirer quelque chose. Je pense que chacun de nous en a retiré quelque chose de bien plus important. Mais il faut avoir la volonté d'entrer dans une démarche où vous allez devoir prendre du temps pour vous, pour réfléchir, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'assister à une réunion. La première ou la deuxième année, vous assisterez simplement, vous écouterez, vous n'aurez pas le droit de parler, ça va faire déjà une forte discipline de pensée. Et puis on va finir par vous demander de présenter quelques travaux. Quelques travaux, c'est de réfléchir d'abord sur des sujets symboliques. On va vous demander un jour peut-être de réfléchir sur un instrument d'architecture en vous disant que c'est le symbole de la loi morale. On va vous demander de faire une planche, un exposé sur la loi morale. Il va bien falloir que vous réfléchissiez sur ce qu'est pour vous la loi morale. Alors vous ferez comme tout le monde. Vous irez relire un peu Kant, vous prendrez vos bouquins de philo, et puis vous essayerez de trouver quelque chose. Et puis vous ferez un exposé de 10 minutes, que personne ne critiquera, personne ne vous posera la moindre question. On vous dira merci, notre cher frère Jean, tu peux reprendre place sur ta colonne. Et là vous serez très, très impressionné parce que vous aurez fait quelque chose sur lequel vous aurez travaillé pendant 6 mois, qui va se réduire à 10 minutes de présentation. Personne ne vous posera la moindre question, personne ne critiquera, et puis quand ce sera fini, vous allez manger, puis on va vous demander, mais c'est vous qui allez voir, ce que j'ai fait, c'est bien, et vous entendrez immédiatement la réponse, tu sais, tu nous as un peu barbé, hein. Tu as raconté des choses que tout le monde connaît, tu nous as lu ce que je vous ai lu, les phrases de Kant. Alors la question n'est pas d'aller chercher des phrases des grands philosophes et de les recopier. C'est au moment de faire une planche sur la loi morale. C'est de vous inspirer un peu de ce qu'on pensait de tel ou tel philosophe, mais c'est de dire comment vous, dans votre vie quotidienne, vous vivez la loi morale.
et ce que ça présente pour vous, ce que ça représente pour vous, comment vous vous en inspirez pour vous conduire dans le monde dans lequel vous vivez. Et c'est ça qui intéresse les frères de la levée. Non pas pour faire du voyeurisme, mais simplement parce que si vous m'expliquez, si je suis assis en face de vous, je ne puisse pas vous répondre de toute manière, mais si vous m'expliquez comment vous pratiquez la morale de respect de l'autre dans la société que vous dirigez, comment concrètement vous respectez l'employé, la femme de ménage, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il est probable que moi je ne le vois pas comme ça, et que j'écouterai et j'entendrai ce que vous aurez à me dire. Et peut-être qu'en repartant chez moi en voiture ce soir-là, après avoir bu un verre de whisky et mangé gentiment, je me dirais, il a dit ceci, c'est pas comme ça que je fais, et si c'est lui qui avait raison. Et c'est ça qui est intéressant. Et peut-être que tel autre frère repartira également en ayant bu un verre de whisky chez lui tranquille, et retirera d'un autre point une autre interrogation, et en rentrant chez lui se posera une autre question. La richesse d'une loge maçonnique, c'est à partir d'un travail de 10 minutes de se poser des questions, et chacun se pose des questions différentes. Et puis le jour où vous serez apprenti, le jour où vous serez maître, vous entendrez un autre maître faire une planche, et ce jour-là, c'est vous qui, en rentrant chez vous, sur le même sujet, la même question de l'eau morale, vous direz, tout compte fait, ce que j'ai dit il y a 2 ans sur la manière dont je traitais mes employés, ma femme de ménage et mon collaborateur, ce que j'aurais dit il y a 2 ans, tout compte fait, ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et rentrant chez vous, le lendemain, vous vous direz, si c'est pas comme ça qu'il fallait faire, comment vais-je faire demain? Et c'est là où l'initiation rejoint l'action sociale, l'action de la société. Si vous êtes persuadé par la discussion, par l'écoute de ce que les autres frères vous auront appris, à ce moment-là, il n'est pas impossible que 2 ans plus tard, sur le même sujet, vous changez votre façon de faire. C'est-à-dire que vous vous serez perfectionné. Et ce que vous propose la démarche maçonnique, c'est de dialogue en dialogue, c'est de vous connaître vous-même par rapport à la connaissance qu'ont les autres de la même vision de la morale, de la justice, et de vous perfectionner. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, vous ne serez pas l'initié parfait, mais rassurez-vous, il n'y a pas d'initié parfait. Du reste, il n'y a pas d'initié. Il n'y a que des frères qui s'engagent dans une voie qui est celle de l'initiation, et que pas plus s'ils n'atteindront jamais la connaissance de la vérité absolue, ils n'atteindront jamais la connaissance de l'initiation parfaite, ça n'existe pas. Je pense qu'il me reste à vous remercier d'avoir eu la gentillesse de venir et de nous éclairer. J'espère que... Je remercie également chacune des personnes qui nous a fait l'amabilité de venir nous voir et nous écouter, le très respectable grand maître de la Grande Loge de France. Je vous remercie chacun d'entre vous de nous avoir fait cet honneur. Et il me reste à clore cette réunion. Je suis sûr que tous les assistants feront leur profit de cette conférence. Ils pourront, à l'issue de cette réunion, avoir des renseignements complémentaires sur notre ordre en s'adressant à ceux des frères ici présents qui se sont identifiés. Et il leur sera répondu en toute clarté. Mes frères et mes sœurs, nos travaux sont terminés. Frères experts, frères maîtres de cérémonie, frères hospitaliers, veuillez nous assister pour quitter ce temple. Mes sœurs et mes frères, je vous demande de bien vouloir rester à vos places. Nous sortirons dans l'ordre. Le très respectable grand maître, avec le vénérable maître, puis les officiers de la loge, puis les assistants. Je vous remercie.